Bien. Euh, Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre très, en fait, sanguinaire, naturellement, comme toutes les guerres, mais un peu plus remarquable, hein. Des faits importants à souligner dans cette guerre, c'est une guerre entre les pays qui discutent ce qu'on appelle, qui disputent la grande puissance, la superpuissance. Les États-Unis, vous connaissez l'histoire, ont lâché à Hiroshima et à Nagasaki deux bombes qui ont coûté, qui a coûté, en fait, ces deux bombes ont coûté la vie à des milliers, milliers de morts. Donc, jusqu'à aujourd'hui, encore, on en souffre. Donc, des effets radioactifs. Et il y a, euh, il y a Freud et Albert Einstein qui entamaient une correspondance autour de ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, c'est- c'était prévisible. En fait, je reprends là les idées de Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud nous dit que c'était prévisible, mais en même temps, euh, comment est-ce que c'est possible que des gens arrivent, en plus, quand même, arrivent à avoir euh, autant autant de force pour commettre autant de mal? Mais comment les atrocités, on peut les commettre avec autant de facilité. Donc, euh, mais il y avait une question qui s'était déjà posée. Donc, quelle est la cause, quelle est la cause des guerres? Donc, la cause des guerres, c'est une question qui a été posée par Ferenczi, qui nous dit quelle est la cause des guerres. C'est un disciple de Freud. Donc, quelle est la cause des guerres? La cause des guerres ou la cause de la violence, c'est la nature humaine. Donc, bon, vous voyez, là, on entre quand même dans quelque chose qui est un peu très difficile à conceptualiser. D'abord, on va tenter de comprendre, avant de parler de la nature humaine, ou du moins pour faire le point sur la nature humaine, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez, si quelqu'un a un peu d'humanité, pourrait décider de lâcher une bombe qui, il sait pertinemment, qui ferait genre, on va dire même, genre une victime, genre un mort, ou 50 millions de morts. Parce que pour moi, la mort d'un homme, c'est la mort de tous les hommes. Est-ce que si quelqu'un a un peu d'humanité, pourrait faire ça? Bon, je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. Sûrement, vous ne connaissez pas la réponse non plus. Bon, ça m'amène à poser une autre question. Qu'est-ce que avoir de l'humanité? C'est-à-dire, quand on dit, en fait, lui, il a de l'humanité en lui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quoi, l'humanité? Bon, tu sais, moi, je vais prendre cet exemple des, des chrétiens qui disent, des chrétiens qui disent que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Bon, est-ce que ça veut dire, est-ce que, bon, écoute, il y a des chrétiens sur le groupe, donc, en fait, qui écoutent le cours présentement, vous pouvez m'aider, hein, d'accord? Est-ce que quand on dit Jésus est venu pour sauver l'humanité, est-ce qu'on parle de la Terre, de la Terre, d'accord? Je parlais de la planète, de la croûte terrestre, ou est-ce qu'on parle des personnes, c'est-à-dire moi, vous, écoute, tout le monde, euh, je voyais même Donald Trump ou Ariel Henry, est-ce que Jésus est venu pour les sauver, d'accord? Vous, moi, Ariel Henry, Donald Trump, d'accord? Ben Laden, vous voyez, donc, toute cette bande. Ou est-ce que, quand on dit, par exemple, Jésus est venu pour sauver l'humanité, est-ce qu'on veut parler de quelque chose qui est en nous?
qu'on appelle ou qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît mal, qu'on appelle l'humanité? Ou est-ce que réellement il y a quelque chose qui s'appelle, en fait, quelque chose qu'on peut appeler humanité qui habite l'homme? Si, parce que si on parle de la nature humaine, on ne peut pas parler de la nature humaine, de savoir qu'est-ce qui est humaine. Qu'est-ce qui est humaine? Quelle est la limite de l'humanité? À partir de quoi on peut parler de l'humanité, en fait, humanité? En fait, pourquoi, pourquoi on serait, c'est une prétention qu'on a d'ailleurs, pourquoi on serait les seuls à avoir de l'humanité? Les chiens n'en ont pas, les chats n'en ont pas, les fourmis n'en ont pas, les éléphants, je sais pas, mais même comment on appelle un dauphin. Un dauphin est tellement bon. Les écureuils que j'adore beaucoup, ils n'en ont pas d'humanité, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Les colombes, là, je vous cite des animaux quand même, je dirais, très sages, on va le dire comme ça, en tout cas, paisibles. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est quoi l'humanité? C'est quoi l'humanité? Parce que tout ce qui fait débat quand on parle de la violence, pourquoi je n'ai pas le droit de frapper quelqu'un, par exemple? Euh, Pourquoi on n'a pas le droit de tuer? Pourquoi on n'a pas le droit de violer? Pourquoi on n'a pas le droit de se tuer soi-même? Tu vois, même soi-même, on n'a pas le droit de se tuer. C'est-à-dire, on n'a pas le droit au suicide. D'accord? On use on outrepasse, on se suicide, mais on n'a pas le droit de se suicider. D'accord? On n'a pas le droit de tuer l'autre, on n'a pas le droit de se tuer. Donc, l'espèce humaine, moi, je pense que c'est quand même intéressant de réfléchir dessus parce que ça nous surprend tellement comment des êtres qui peuvent avoir autant de sensibilité à peindre un tableau, à faire une poésie, à dire je t'aime, peut aussi tuer, peut aussi être aussi violent, d'accord, peut bombarder, d'accord, larguer des bombes, toutes sortes de violences, martyriser quelqu'un. Donc, ça m'amène à poser la question, qu'est-ce que c'est l'humanité? C'est-à-dire, quand on parle de l'être humain, qu'est-ce qui nous rend humains? Est-ce que c'est parce qu'on peut sourire? Je pense un peu à Henri Bergson, qui fait un très beau livre, Le Rire. Et il dit que le rire, c'est le propre de l'homme, c'est-à-dire ce qui nous distinguerait, ce qui aurait pu nous distinguer de, des animaux, c'est le sourire. Bon, d'autres auteurs pensent, par exemple, comment il s'appelle? Descartes. Descartes pensait que ce serait la pensée. Donc, euh, euh, et ça passe par, en fait, l'intelligence passe par la pensée. Donc, et la pensée passe par, la pensée s'exprime par la parole, par exemple. Donc, est-ce que ceux qui n'ont pas de parole n'ont pas intelligence, ceux qui n'ont pas intelligent n'ont pas, ceux qui ne sont pas intelligents n'ont pas d'humanité? Peut-être pas. Moi, j'ai envie de pousser ma réflexion. Est-ce que l'humanité signifie sensibilité? C'est-à-dire, je sais que je n'ai pas le droit de faire du mal à l'autre parce que je suis conscient de mon existence et de l'existence de l'autre. Mais on peut se demander, est-ce qu'un chien n'est pas conscient de son existence? Est-ce qu'un chien, le chien que tu as chez toi ou dans la rue, le chien ne sait pas qu'il existe? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il existe? Qu'il existe comme chien, qu'il aboie les autres, qu'il aime manger, qu'il aime pipi, il fait caca partout. Est-ce qu'il ne sait pas, au moins, est-ce qu'il n'est pas conscient de son existence? Est-ce que le chien n'est pas conscient de notre existence? Est-ce que ça fait de lui, ou du chien ou d'elle, une chienne, je ne sais pas.
un être doté d'humanité. Ah ouais, mais écoute, si c'est pas ça, la conscience de soi, d'accord? C'est-à-dire, on est conscient qu'on existe comme entité, comme être, et on est conscient de l'existence de notre milieu, le milieu qu'on a, c'est-à-dire on est conscient de notre existence dans le monde comme être pensant, mais est-ce que les autres animaux, c'est pas ça. Donc, mais, maintenant, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous distingue d'un chien, par exemple? Qu'est-ce qui nous distingue d'un chien? Qu'est-ce qui nous distingue d'un chat? Bon, en fait, un jour, j'avais posé la question à un pasteur, en fait, avec qui j'aime réfléchir. Donc, et il me disait, en fait, nous, on a Dieu et les autres n'ont pas Dieu. Par exemple, il n'y a pas un Dieu chat. Ah, mais non, comment tu le sais? Je lui ai demandé, comment tu sais qu'il n'y a pas un Dieu chat? Et s'il y avait un Dieu chien? Parce que les chiens, on ne comprend pas quand même leur langage. Je sais pas. Moi, je peux pas capable. Je peux pas capable de dire si un chien aboie, je sais ce qu'il voudrait dire, qu'il voudrait signifier. Bon, on peut imaginer que le chien a faim, que le chien a soif ou qu'il veut quoi que ce soit, en tout cas qu'il veut nous donner un câlin, ça, on comprend ça. Mais au-delà de ça, euh, est-ce qu'on peut savoir s'il n'y a pas un Satan chien quelque part? C'est-à-dire, est-ce que les chiens ne prient pas? On ne peut pas le savoir. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous distingue d'un chien, d'un chat? On dit qu'on peut penser, on est doué de raison. Ah, voilà un mot. On est doué de raison. Cela veut dire quoi, doué de raison? On est doué de raison. Doué de raison. Donc, doué de raison suppose qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas, on a la rationalité. Bon, donc, euh, quand on regarde rapidement dans un dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la raison? C'est c'est écrit que la raison, c'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, de juger et agir conformément à des principes. Bon, euh, et spécialement de juger et d'appliquer ce jugement à l'action, etc. Bon, maintenant, euh, est-ce qu'un chien peut ça, peut connaître? Bon, moi, je sais, mon chien, moi, en fait, j'avais un chien, en fait, j'espère qu'il est encore vivant, sincèrement. En fait, je l'ai laissé à Pernier, c'est pour ça que je ne sais pas si vite l'homme l'a tué ou pas. Donc, mon chien, Poupi, ben, écoute, j'adore Poupi. Poupi, il me reconnaît. D'accord, il me reconnaît et je pense que Poupi, de mon point de vue, euh, il a quand même une faculté de jugement. Donc, en tout cas, il sait que s'il est, je dirais, euh, à l'étage, il ne va pas sauter. Est-ce que c'est pas important comme faculté de jugement de s'auto-évaluer, d'évaluer sa place dans le monde? C'est-à-dire, mon chien, il aboie les autres, il ne m'aboie pas, par exemple. Donc, il se bat avec les autres chiens. Je le vois même très violent en le regardant se battre avec d'autres chiens, mais ça ne me mord pas. Bon, on joue ensemble tous les jours. Il est content de me voir, etc. Donc, on peut laisser de la nourriture, il ne va pas le manger, il sait qu'il n'a pas le droit de toucher. C'est juste pour vous dire, mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi et mon chien? Bon, on peut toujours dire, écoute, je suis en train de faire un cours et le chien ne peut pas faire un cours. Mais je fais un cours à des humains, est-ce que le chien ne peut pas faire un cours à d'autres chiens? Je ne sais pas, moi, je les vois toujours en bande. Peut-être qu'ils font des cours, peut-être qu'ils font d'autres choses qu'on n'a pas encore la capacité de comprendre. Mais maintenant, c'est quoi l'humanité?
Bon, là, j'ai envie de vous entendre. Je sais que Vince est là, Fabiola, Ridline, Hyacinthe, Caleb, qui veut se jeter à l'étage pour me dire qu'est-ce qu'il pense de l'humanité. Donc, Vince, t'es là? Oui, je suis là, mais j'ai une mal de tête. Ah, ok, ok, je comprends, je comprends. Bon rétablissement. Merci. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Caleb? Je suis là pour ça. Je suis là. Hein? Caleb, ça veut dire quoi quand on dit quelqu'un a de l'humanité? Ou Jésus viendra sauver l'humanité? Euh, Dorénavant, alors, je comprends l'humanité pas comme tout le monde comprend l'humanité. Mhm. Je préfère comprendre l'humanité comme ce qui est existant, la caille, alors, chez quelqu'un ou bien Oui, chez une oui, oui. personne. Mhm. Pardon? Oui, 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 je t'écoute, en fait, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Ce qui existe chez quelqu'un et Chez une, chez nous, oui, chez quelqu'un oui. et chez quelqu'un et que il y a que très peu de personnes qui possèdent cette valeur. Je peux même dire que c'est une valeur et que c'est une valeur et c'est ce qu'on appelle humanité. Parce que il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'humains, mais très peu d'humanité, très peu de personnes et possèdent la culture de la charité. Donc, et c'est ainsi Ah, ok, ok. que Donc, je comprends, pardon, oui. donc, cette Donc, humanité. donc, Maintenant, pour excusez-moi. aborder, Ah non, non, juste pour mieux comprendre ce que tu veux dire, est-ce que pour toi, on parle d'humanité, on parle de sensibilité? Est-ce que c'est ça? voilà, La charité, oui, la sensibilité. Ah, ok, ok. oui. Maintenant, si vous permettez, si vous voulez reprendre la phrase pour moi, pour mieux cerner euh, ce que vous voulez dire, et après pour le contextualiser dans notre cas, Ah, soit pour nous autres chrétiens, ou du moins, oui, oui, notre cas ici. non, bon, mais ça me plaît dire. En pile fois, nous tendez, par exemple, l'on chrétien voulait convertir nous. Bah, nous convertir nous, débarquer là, quand nous là, une frapper n'importe nous, et puis, ou bien quoi, on arrive, ah, mon cher Jésus a bien sauvé l'humanité, bah, ça, le salaire personnel, c'est des bails quand même intéressant, comme, ça veut dire, en fait, thème là, mobilisé, oh. Mais, ça veut dire, là, on dit Jésus a bien sauvé l'humanité, ou du moins, là, on dit, est-elle gain l'humanité? Ça veut dire, de qui ça y a parlé? Vous comprenez? Parce que l'était capable, peut-être, parce que moi, dans le contexte de violence, ça, c'est mon cas comprendre violence, non. Parce que si, apparemment, la violence, selon la théorie psychanalytique, d'accord, dans la psychanalyse, on pense que la violence existe et la violence, c'est dans la nature humaine. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Ça nous amène à poser la question, c'est quoi l'humanité? C'est-à-dire, si quelqu'un on dit que quelqu'un a de l'humanité, d'accord? C'est-à-dire, cette personne a quoi? D'accord? C'est quoi? De quoi on parle quand on parle de l'humanité? Vous voyez? Mais quand on regarde, par exemple, en fait, globalement dans les dictionnaires, donc, on voit très peu de choses. On nous dit caractère de ce qui est humain, c'est un peu tautologique, ça ne nous dit rien, opposé à la divinité, à l'animalité. Donc, c'est quelque chose qui nous rend humains. Qui nous rend humains. Donc, qu'est-ce qui nous rend humains? C'est sentiment de bienveillance, donc un peu ce que tu voulais dire, toi. Enfin, en tout cas, c'est c'est un peu de la sensibilité, d'accord? La compassion Voilà, envers la autrui. compassion. La Voilà, compassion envers voilà. autrui. Donc, en d'autres mots, est-ce que, en fait, vous voyez là, donc, je reviens à ce que je disais, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait d'intersubjectivité. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Vous vous rappelez qu'on parlait de je et de tu dans un rapport, dans un rapport, en fait, je dirais récursif, mais aussi dans un rapport dialectique, en fait, entre ces deux entités. Le je, ça peut être moi, le tu, ça peut être toi, par exemple. Quand, quand je suis en face de toi, si je commence à te voir comme un être égal, vous vous rappelez, ça, c'est des rappels qu'on fait. D'accord? On avait parlé de tout ça avant. Si je te vois comme un être égal, comme un égal de moi, c'est-à-dire comme mon image, quelque part, ou mon autre, mon alter, je ne peux pas te tuer. Je ne peux pas te frapper, je ne peux pas te violenter parce que tout simplement, te tuer, c'est de me tuer quelque part. Te frapper, c'est de me frapper quelque part. Écoute, te violenter, c'est de me violenter quelque part. Parce que tout simplement, toi, tu es un autre moi. En fait, c'est pas que, écoute, écoute, c'est pas, oui, en même temps, ça ressemble à une valeur, mais c'est pas une valeur en soi. C'est une faculté. Et vous voyez, vous comprenez, c'est une faculté euh, qu'on peut travailler ou qu'on ne peut pas travailler. Donc, qu'on peut choisir de travailler, ça dépend. Euh, donc, mais c'est juste pour vous dire que, euh, Alors, professeur, oui, oui, alors, vous faites me comprendre que le concept humanité, c'est, c'est pas vraiment en valeur, mais comprendre, bon, autrefois, ou du moins à partir de recherches que vous fait, comprendre comme étant en valeur ah, et question compassion, mais pour les chrétiens, mhm, en parlant que Jésus a venu chercher l'humanité, c'est toujours une tendance pour montrer que Jésus, il gagne une habitation, un espace que le cas recevoir tout le monde net, mhm, le monde entier, quel que soit côté où t'es, hein, mhm, et la bien possibilité pour aller ensemble avant le jour de l'enlèvement. Donc, mhm, c'est une méthode ça, ou bien c'est moyen ça que utiliser pour convaincre. Parfois, si mon n'a pas voulu manger pour dire que bon, si vous mangez, voilà, maintenant sorti, maintenant aller tel mhm, côté. Donc c'est en motivation. ok. Et son motivation, je dirais, une motivation extrinsèque et qui est Mhm, ouais, capable de je permettre comprends. que Ok. mon nom qui détend qu'on est Jésus voulait sauver, Jésus a changé toute bagaille. Donc, et s'il y a possibilité pour sauver l'humanité, bah, le profiter pour le racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais moi-même, comprendre que cette humanité a en façon, par contre, c'est, ce qu'on dit, c'est en faculté Non, non, et non, non, l'on non, parle non, écoute, non, non, écoute, excusez-moi. En fait, je n'ai pas fermé à l'idée que quand on dit une faculté aussi, écoute, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose, en fait, est-ce que, si vous me demandez, est-ce qu'on est tous des humains ou est-ce si on a tous de l'humanité? Moi, je ne crois pas. Écoute, pourquoi? Tout simplement parce que euh, on n'a pas tous, en fait, cette sensibilité par rapport au vivant. tout à fait. D'accord? Je comprends que ça soit aussi une valeur. Écoute, c'est pas ça. On essaie de réfléchir. Parce que n'oublie pas là, euh, c'est un concept qui est quand même insaisissable. Parce que l'humanité aussi, on peut dire, c'est l'ensemble des humains. Qu'est-ce que Bien, les... bonsoir. Oui? Bien, bonsoir à tous. Bonsoir aux pêcheurs. Bon, en fait, j'avais une intervention. Bon, en fait, je voulais faire Ah, oui, une oui, vas-y. intervention Oui. concernant la... En fait, je me C'est quoi disais ton qu'il y nom? a une certaine... Jenny Laurent. Oui, Jenny Et Laurent, il y oui. a une certaine différence entre avoir de l'humanité et, Être humain. bon, Jésus a beaucoup de l'humanité. Dans OK. la mesure où
il y avait des coupures. Bon, j'avais des coupures, je n'arrivais pas à entendre tout ce que vous disiez. Il se peut que je vous répète. Néanmoins, je vais quand même faire mon intervention là-dessus. Ce concernant que avoir de l'humanité, c'est comme une qualité qui devrait être inhérente à l'homme, dans la mesure où on peut avoir de l'humanité, en fait, c'est inné, mais on ne peut pas travailler. Dans le sens que tout le monde a de la bonté, néanmoins, on peut plus penchant vers la malversation que la bonté. Ou même en tant qu'humain, on va décider plus bon Raphaël, que ou décider plus penché vers les malversations pour plus mauvais. Et ce concernant Jésus à retourner vers l'humanité, c'est dans le sens que dans la logique créationniste, là, ok. théorie créationniste, dans la mesure où que bon Dieu t'es créé, je si tout le monde a obtenu parce que je me Oui, coupure, ça passe très bien. Vas-y. je peux continuer, oui. Oui. Dans le sens que bon Dieu t'es créé l'humanité. C'est dans la théorie créationniste, Dieu avait créé l'humanité, les humains, humanité signifie là, dans le sens Mhm, humain. mhm. Bon Dieu, Jean, L'espèce. c'est Genèse, premier verset Oui, 6, oui, qui dit ça dans la Bible, que bon Dieu, ouais, humain, dit bon pour le créer un être qui semble à lui-même, etc., il crée l'humanité. L'humanité, en ce sens-là, il est tout simplement réduit à humain. Mais dans l'autre sens, avoir de l'humanité, c'est question de qualité qui devrait être inhérente à l'homme. mhm. Et que parfois, j'ai entendu Caleb te dire qu'il y a beaucoup d'humains, il n'y a pas assez Très peu d'humanité dans le d'humanité, monde. ouais. Ouais. Très peu d'humanité, ouais. Oui, donc, c'est juste pour me dire aller venir, pour me montrer que peut-être, bon, c'est pas peut-être, il y a une grande différence entre avoir de l'humanité et Être un Jésus humain. a retourné vers l'humanité. Jésus a retourné vers l'humain, c'est-à-dire création de bon Dieu, que Mhm. bon Dieu te mettait sur terre, etc., selon la logique créationniste. Mais avoir de l'humanité, c'est avoir de bonnes qualités, comme la bonté, la sensibilité, comme vous venez de le dire, la tendresse, Il y a aime il y faire a la trop de bon. charité, etc., etc. Yes. Oui, mais écoute, Jenny, c'est pas fini. J'ai envie de prolonger la discussion avec toi, Jenny. Écoute, moi, j'ai envie de te poser j'ai envie de te poser une question, Jenny. Euh, Une pourquoi, question. oui, oui, non, pourquoi, en fait, j'ai envie de comprendre, pourquoi, selon toi, que Jésus, s'il doit revenir, pourquoi il ne s'intéresse pas à des colombes, aux lions, je sais pas, à d'autres espèces, et il serait intéressé qu'à l'homme. En fait, tu as déjà donné la réponse dans tout ce que tu dis là, tu disais. Ok. Oui, professeur, je n'ai nulle prétention d'être la défenseur Non, 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 du non, bon non, Dieu. non, 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 Néanmoins, c'est pas, je peux répondre. Jenny, c'est parce que tout ce que tu disais, en fait, il y a la réponse là-dedans. Donc, Oui, je quand peux je dis répondre la à votre réponse, c'est question. que ce qu'on essaye de Mhm, comprendre. D'accord? Moi non plus, je ne mhm. suis pas le défenseur de ceux qui ne croient pas. Donc, Oui, je vais essayer de répondre à la question posée. C'est que, étant donné que dans Genèse 1er verset 26, Dieu t'a créé l'humanité à sa ressemblance. C'est-à-dire que c'est, on peut utiliser le terme progéniture ou bien procréation. mhm. Humanité, c'est, puisque bon Dieu créé être ça, il va créer colombe, il va créer fourmi à sa ressemblance, mais il crée humain à sa ressemblance. J'estime que c'est dans cette perspective que il dit Jésus a retourné vers l'humanité. Donc, c'est-à-dire, Vers c'est la Vendée, une partie de lui-même qui était égarée sur la terre, quelque part. partie de lui-même. Yeah. Ok, très bien. Donc, c'est-à-dire, en ce sens, en fait, si on doit croire tout ce que Jenny vient de nous dire, c'est-à-dire l'humanité est synonyme de bonté. L'humanité est synonyme de bonté. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous distingue, quelque chose qui nous distingue des, je sais pas, des autres espèces serait cette, Des autres créatures instinctives. ouais, c'est ça, c'est cet aspect, en fait, c'est cet aspect donc, qui nous habite, donc qui pour Caleb est une valeur, qui pour Jenny est une chose inhérente, d'accord?
qui nous habite. Donc, c'est deux perspectives différentes. En fait, certains pensent que ce qu'on appelle les émotions, la sensibilité, tout ce qu'on vient de dire là, c'est des choses qui sont apprises, et d'autres qui pensent que c'est plutôt inné dans l'homme. Et c'est tout ce qui nous, c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous différencie euh, de, d'un chien, d'un cheval. Bon, ça m'amène à, ça m'amène à questionner la nature de la violence. Donc, si l'homme serait un être bon par nature, bon, écoute, n'oublie pas, ça, c'est une conception. Il y a d'autres conceptions qui pensent que l'homme est fondamentalement mauvais. D'accord? Au contraire, c'est par l'éducation que l'homme pourrait Un devenir. loup pour l'homme. Oui, c'est ça. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pas, c'est seule l'éducation. Donc, c'est Kant qui nous dit ça. C'est l'éducation qui donne à l'homme, écoute, sa place dans le monde. Mais sinon, on serait comme, comme les, en fait, je sais pas, je sais pas, mais comme des lions, comme des sauvages. Écoute, non. Et toute la différence qu'il y a, en fait, de mon point de vue, je peux me tromper, entre une société en fait, qui est avancée et une société qui est moins avancée, tout cela passe, cela réside dans ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation, la formation. Donc, en fait, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école sur la vie, par exemple? Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école sur la vie quand on grandissait? Quelle est l'importance de la vie? Quand on continue à grandir, qu'est-ce qu'on apprend de la vie? D'accord? Si la vie est importante, ou si on pense que la vie est importante, si dans notre rapport à l'autre, on pense que c'est important, pourquoi ça ne nous dit rien? Par exemple, quand on voit un cocorate, vous voyez, donc je parle des enfants qui sont dans la rue, qui sont laissés pour compte, par exemple. Est-ce que ne nous parle pas? Bon, on va le dire autrement. Si on passe dans la rue, on voit un enfant qu'on appelle un cocorate dans la rue, par exemple, si ça ne nous dit rien, Jenny, je te retourne la question, Jenny, est-ce qu'on est un être humain? Bon, OK, professeur, et je me rappelle, et lors de mon intervention, j'avais dit que cette qualité, certaines qualités devraient être inhérentes à l'homme, mais ces qualités devraient être aussi être nourries par l'homme, dans la mesure où l'homme a deux possibilités, soit être bon, soit être mauvais. L'homme peut être bon, l'homme peut être mauvais. Dans la mesure où, et ça va dépendre de son choix, sa direction, la direction que l'homme prend. Et est-ce que c'est son choix ou son environnement? bon, il y a plusieurs théories là-dessus et je Mhm. peux dire que chaque théorie a ses points forts, possède ses points forts et chaque théorie aussi possède leurs points faibles. Dans la mesure où il y a des théories qui disent que l'homme est né bon et c'est la société qui le corrompt, mais il y en a d'autres comme les humanistes qui disent que l'homme est bon. Donc, l'homme est généralement bon. Tout ce qu'il fait, il le fait de point de vue rationnel. Bon, et de mon point de vue, Mais je pense que c'est... vous savez que quand même c'est une théorie très naïve par rapport au potentiel de l'homme. Parce que l'homme est tellement bon que moi j'ai envie de dire, est-ce qu'ils savent qu'on a un Ariel en Haïti? Ah, écoute, c'est vrai, c'est une Oui. belle théorie. Moi, c'était ma théorie préférée en psychologie, l'école humaniste avec Mayo, Carl Rogers, donc, et puis toute la gang, Abraham Maslow et tout. Mais c'est vrai, c'est important que l'homme serait fondamentalement bon, mais moi je pense que tout ce qu'il y a, c'est que c'est les rapports sociaux qui définissent la vraie nature de l'homme. C'est les rapports sociaux qui définissent écoute, les vraies natures de l'homme. Ce n'est pas sans raison que on investit beaucoup dans les sociétés à ce que l'on essaye de, on va dire comme ça, orienter cette pulsion. Parce que dans la pensée psychanalytique, on nous dit que en fait, l'homme est né avec l'instinct euh, en fait, avec la pulsion euh, de soif, en fait, l'instinct qui, donc, en fait, on peut avoir soif. D'accord, cette pulsion, c'est une pulsion
qui fait qu'on sort de la bédaine de notre mère, on a envie de sucer son sein, donc d'avoir du lait. On a aussi ce qu'on appelle cet instinct en fait, de soif, d'accord? On a cette pulsion de vie, on veut rester en vie, on fait tout pour qu'on reste en vie, mais aussi on a ce qu'on appelle la pulsion d'agressivité. Naturellement, vous comprenez qu'on est dans le paradigme freudien. Donc, c'est-à-dire cette pulsion-là, par exemple, on peut la contrôler qu'avec ce qu'on appelle l'éducation. Pour les animaux, on parle de dressage. Bon, et vous comprenez que l'éducation, en fait, l'éducation, c'est cette fonction-là. Ça nous conduit vers quelque chose, mais aussi l'éducation fait quelque chose que le dressage ne fait pas, par exemple. Ce qu'on fait pour les animaux, que l'éducation fait autrement. Par exemple, l'éducation non seulement essaye de nous dresser, je veux dire dresser vraiment dans le bon sens du terme, hein, mais aussi, ça nous donne aussi la possibilité en fait, de penser notre avenir, de nous imaginer dans le monde, c'est-à-dire d'être réflexif. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un être humain et, euh, et et un animal, par exemple. L'animal n'a pas la capacité réflexive. L'animal peut naturellement anticiper des choses. Je crois qu'il y a même des animaux, je me demande s'ils ne sont pas plus intelligents que les hommes, tels que les dauphins, par exemple. L'animal peut anticiper des choses, l'animal peut faire, peut cogiter, bon, cogiter dans le sens, il sait ce qu'il faut faire pour trouver là, à là, etc. Donc, oui, il agit par instinct, mais aussi il y a une intelligence animale qui existe. Mais la chose que l'animal ne peut pas faire, par exemple, c'est dire, écoute, pourquoi je devrais faire ça ou ne pas le faire? C'est-à-dire en fait, la capacité de réflexion, c'est-à-dire la réflexivité. Donc, ce n'est pas le propre de l'animal, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Donc, euh, pour vous dire, c'est-à-dire, Foucault pense que la nature humaine contient une force vitale, mais aussi cette force est sauvage. Cette force est sauvage, ça nous pousse à faire du mal à l'autre, mais aussi parfois à faire du mal à soi-même. À faire du mal à soi-même. Donc, c'est pour ça J'ai que une question, professeur. oui, ouais, on va prendre juste après, donc je vais juste terminer rapidement et puis je vous donne la parole. Donc, Ok, maintenant, professeur. oui, merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs hypothèses en ce qui a trait à la violence. Il y a des personnes qui pensent euh, on- que on peut être violent génétiquement. En tout cas, on peut avoir des gènes qui nous encouragent à être violents ou du moins qui nous poussent vers la violence. Bon. Par exemple, on parle généralement du syndrome de Klinefelter, que vous connaissez sûrement en psychologie, enfin, en fait, avec Douillon. Je ne sais pas si Douillon fait encore ce cours, mais c'était vraiment le professeur le plus intéressant qu'on pourrait avoir en ce sens. Donc, euh, oui, mais ce qu'il y a, c'est que euh, oui et non en même temps, parce que ce gène-là, comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de cas, il y a une proportion quand même des gens qui ont ce gène qui sont, on va dire, violents. Mais, mais en même temps, ce n'est pas tous ceux, ce n'est pas tous ceux par exemple, ça ne dépasse pas 2%, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, le syndrome de Klinefelter, en fait, oui, il y a une supériorité par rapport à la criminalité chez les gens qui souffrent de cette maladie chromosomique, mais ça ne dépasse pas 2% en termes de proportion de délinquants. Donc, c'est important de le noter. Et puis, on a aussi remarqué à travers les recherches si cette personne est bien encadrée dans un environnement
qui est quand même propice à l'éducation, au bien-être, cette personne sera moins violente que, par exemple, que si cette personne qui souffre du syndrome de Klinefelter se trouvait, par exemple, dans un environnement hostile. Donc, c'est comme pour des bêtes sauvages, pour des chiens, par exemple. Un chien peut être, peut, par exemple, montrer toute son agressivité en situation difficile, par exemple. Et dans d'autres situations, ce même chien peut être très, 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 très docile, docile. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que la violence en fait, c'est présent dans notre milieu, dans notre environnement, dans notre éducation. Donc, on avait pris des exemples, là. Il n'y a pas un espace plus violent, d'accord, que l'école. Donc, c'est violent, c'est la manière dont on enseigne, la manière dont en fait, dont on force les gens à apprendre aussi. Donc, c'est quand même très, très violent, mais aussi il y a la violence dans le milieu scolaire, partout. À l'église, c'est encore de la violence. Donc, on nous disait même que le royaume des cieux est forcé, ce sont les plus violents qui s'en emparent. Donc, la violence est quand même présente. Donc, cette violence peut signifier tout simplement euh, progresser parce que vous savez que je crois que on l'avait vu donc agressivité qui n'est pas forcément quelque chose de négatif donc euh, moi, l'autre question que je me pose, est-ce que la violence est culturelle ou est-ce que la violence est naturelle? Bon, on a quand même répondu un peu à ça. On avait dit que oui et non. Par exemple, en fait, un milieu peut encourager certaines pratiques, d'accord? Certains milieux peuvent encourager certaines pratiques et il y a des milieux qui peuvent favoriser euh, de la violence et d'autres milieux qui peuvent décourager la violence, par exemple. Donc, c'est ça. Et moi, j'ai pu constater, par exemple, dans les écoles ouais, canadiennes, euh, même au niveau euh, préscolaire, toute cette énergie qu'on met pour montrer aux enfants qu'ils existent, mais les autres existent aussi. Les autres existent aussi, que ce soit dans le partage des jouets, mais que ce soit aussi apprendre à l'enfant, par exemple, à résoudre des conflits avec les autres. Donc, c'est très important. Donc, quand on verbalise plus, on est moins violent. Il faut verbaliser. Les enfants verbalisent différemment. Parfois, ils peuvent pas le dire, ils donnent des coups. Donc, mais on apprend à l'enfant de dire avec des mots, de s'exprimer, et puis de comprendre aussi que, écoute, vous n'êtes pas vous n'êtes pas le seul ou la seule qui existe dans le monde, il y a les autres. Donc, si tu veux jouer, mais écoute, si l'autre ne veut pas jouer avec toi, c'est normal. Donc, toi, tu vas jouer seul. Donc, s'il n'y a personne qui veut jouer avec toi, ou si tu as un jouet, écoute, c'est ton tour, mais après, c'est le tour des autres. Donc, c'est quand même important d'inculquer ces valeurs donc, aux enfants. Donc, on a quand même fait le tour. On a vu aussi que les causes de la violence, il y a beaucoup, beaucoup de causes. On peut pas avoir une liste exhaustive, mais quand même, on sait que la pauvreté est une cause de la violence, même si la violence résulte de la pauvreté, du racisme dans le monde. Donc, l'aménagement urbain, la façon de construire. C'est-à-dire, en fait, si vous construisez des espaces bien aménagés, il y a une proportion que la violence diminue dans la communauté. Donc, c'est apparemment, vous allez dire, mais il n'y a aucun lien entre le lieu où une personne habite et la violence. Mais ça a été démontré que, écoute, plus que les gens vivent dans des espaces bien aérés, en fait, qui est conçu pour que des gens y vivent. Donc, moi, ce qu'il y a de cas de violence, c'est comme, je vous donnerai un exemple. Si vous avez en fait, 10, en fait, j'exagère, 5, 6 personnes, par exemple, 5 personnes, 6 personnes qui vivent dans deux pièces. 5 personnes, 6 personnes qui vivent dans deux pièces,
Donc, vous comprenez? Donc, c'est un espace qui va engendrer beaucoup d'agressivité, beaucoup de conflits, d'où beaucoup de violence. Donc, c'est pas sans raison, on comprend dans certains pays, on vous dit, écoute, si vous êtes deux, vous pouvez vivre dans un 3,5, c'est-à-dire une chambre à coucher, une autre chambre, etc. Mais au-delà de deux, vous êtes trois, écoute, ça prend un 4,5, etc., etc., etc. Donc, c'est juste parce que c'est important. Donc, on ne peut pas mettre en fait, beaucoup de monde dans une pièce, ça se passe, ça ne passe pas. Donc, l'espace urbain, l'aménagement de l'espace urbain est important. Donc, en fait, une société où il n'y a pas de cinéma, de resto, en fait, d'espace où on peut aller jouer au soccer, où on peut aller jouer au basketball, où on peut décider, par exemple, d'aller courir un peu là ce soir, mais on ne peut pas. Donc, on est obligé de rester confiné. Donc, ça peut créer des situations de violence. À telle enseigne que euh, on a constaté que à partir en fait, la COVID a obligé certains pays à prendre des mesures et parmi ces mesures, des mesures de confinement. Et on a constaté que, par exemple, la violence dans les couples augmentait. Il y avait une violence, en fait, il y avait tellement de plaintes au Canada, donc ça n'avait pas de bon sens. Mais on comprend aussi que, écoute, ils ont compris vite, c'est parce que c'est la situation, c'est parce que les gens sont restés enfermés tout le temps ensemble, donc ça peut participer à augmenter la violence. Que si, par exemple, ils étaient dans d'autres espaces où le mari était parti, écoute, les enfants, etc. Mais tout le monde dans une maison, et c'est des grandes maisons, hein, c'est parce que c'est très petit, c'est très concentré, mais il y a quand même beaucoup de proportions de violence. Bon, j'ai envie aussi de vous parler, peut-être, en fait, on est dans la cause de la violence. Si vous avez de la chance, vous pouvez aussi vérifier, en fait, chercher, en fait, écrivez ce qu'on appelle les enfants du verglas. Donc, il y avait des verglas qui tombaient au Canada, à Québec précisément. Et puis, pendant cette période-là, on constatait que, en fait, bon, ça va de soi qu'il y avait des jours avec des coupures de courant, donc environ 5 à 10 jours de coupures de courant. Il y avait aussi beaucoup de neige et on ne pouvait pas sortir. Naturellement, on est habitué à la neige, mais ce qui arrive, c'est que le verglas faisait en sorte que les gens étaient confinés à la maison et d'autres gens étaient obligés de se déplacer. Et il n'y avait pas d'électricité. Donc, les frigos, les gens avaient pas, en fait, ne pouvaient pas utiliser leur frigo, etc. C'était quand même une situation inquiétante pour ceux qui vivaient au Canada. Mais des chercheurs ont mené des recherches qui ont duré environ 20 ans, 30 ans sur les enfants qui sont nés, avec qui étaient, en fait, je veux dire, dans le ventre de leur mère au moment du verglas. En fait, c'est-à-dire quel est l'impact de ce phénomène qui a duré environ 10 15 jours, une dizaine, une quinzaine de jours, sur les enfants. D'accord? On les appelle les enfants du verglas. Et on a constaté que, par exemple, il y a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Et ce qui est très intéressant, c'est que les conséquences débutaient en fait, au fur et à mesure que les enfants grandissent. Et il y a eu beaucoup de répercussions donc, sur leur santé, d'accord, sur leur santé mentale, sur la proportion de violence, par exemple, dont ils peuvent être l'objet, sur leur intelligence, etc. Mais on avait vu, il y a beaucoup de conséquences juste pour 15 jours, et 15 jours écoute, privés de certaines choses qui sont quand même indispensables, l'électricité, l'eau potable, donc, vous voyez, etc. Bon, et il y avait des enfants qui étaient déplacés. En fait, il y a des mères qui ont été déplacées. On avait compris, en fait, la recherche avait montré aussi les gens qui étaient en fait, enceintes à l'époque, mais qui avaient bénéficié plus, en fait, l'appui des responsables. En fait, leurs enfants étaient vraiment mieux que les autres. Donc, mais ça me fait penser à Haïti, par exemple. En fait, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants du tremblement de terre? Moi, bon, j'ai fait
quand j'ai lu la recherche, je peux vous le partager, c'est très important, je vais vous partager le lien. Mais quand j'ai lu la recherche sur les enfants du verglas, je disais, mais écoute, my God, mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont vécu le trauma en fait, du tremblement de terre? Bon, en 2020, j'avais présenté une conférence à la faculté d'ethnologie. J'avais dit quelque chose. Donc, les étudiants, écoute, me prenaient quand même très au sérieux, là. Je disais que le tremblement de terre, en fait, il n'y avait pas la terre qui tremblait, il y avait aussi l'esprit qui tremblait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le tremblement de terre a beaucoup de répercussions sur ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de violence. D'abord, le fait même d'exposer à autant de morts, c'est environ 300 à 400 000 morts. Donc, sans compter les blessés, d'accord? Donc, moi, j'habitais à Delma, il y avait des morts sur toute la route. C'était la première fois que je voyais des personnes mortes dans la rue. Et ces personnes étaient, la plupart, en fait, certaines sont restées pendant 3, 4, 5, 6 jours. En tout cas, ça dépend. Donc, il y avait, en fait, tous les quartiers n'avaient pas, quand même, on n'avait pas la même réalité. Mais il y a quand même des répercussions, hein. Il y a quand même des conséquences. En fait, parce que qu'est-ce qui a été fait après? C'est-à-dire pour faire le deuil, mais aussi pour passer de cette étape de traumatisme, d'accord, à une autre étape. C'est qu'est-ce qu'on avait fait pour passer d'une à une autre étape. Donc, ça, c'est... Mais l'être humain, c'est quand même un être fragile. Parfois, on oublie que l'être humain est fragile. Donc, quelqu'un qui a vécu le tremblement de terre, ça ne peut pas être sans conséquence sur les enfants qui ont vu leur mère, leur père mourir comme ça. Des enfants qui étaient coincés sous les décombres, des adultes qui ont vu leurs parents mourir comme ça. Donc, ça ne peut pas être sans conséquence. Donc, je connais, en fait, c'est une de mes cousines qui a perdu, genre, 8 enfants, en fait, dans une seule journée. Donc, est-ce que c'est sans conséquence sur la personne? C'est vrai, elle reste très, très forte. Écoute, elle n'a jamais pleuré, en fait, de ce que je sais, moi, de ce que j'ai observé, elle n'a jamais pleuré. Mais est-ce que c'est sans conséquence sur sa vie, sur sa façon de se voir dans le monde, mais aussi sur sa santé mentale? Donc, quel est l'état de la santé mentale en Haïti? Parce qu'avant le tremblement de terre, quand quelqu'un, en fait, on a quand même connu beaucoup de violences. Je comprends ça, les coups d'État, 32 à 33 coups d'État en Haïti. Donc, on a quand même connu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, on ne peut pas faire comme si c'était quelque chose qui passait comme ça et puis ça n'a pas de conséquences sur nous. Bon, on est aussi de cette génération qui a vu mourir un président et qu'il est mort de sa belle mort. Comme ça, c'est comme si c'était de rien n'était. Et puis, vous pensez que c'est ce choc-là, écoute, on n'aimait pas le président, hein. Donc, quand je dis on n'aimait pas, c'était pas l'homme le plus populaire. Donc, mais en fait, ce qu'il représente comme président, d'accord, à la tête de la nation. Donc, ça nous choquait. Ça nous choquait, mais ce n'est pas sans conséquence sur ce qu'on appelle la violence qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, euh, c'est juste pour vous dire que c'est très, très complexe quand on parle de la violence. Et il y a tellement de causes à, à explorer, d'accord? Les problèmes de justice, par exemple. Donc, euh, on, en fait, je connais quelqu'un qui mène actuellement une recherche sur ce qu'on appelle la justice parallèle. Mais quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il va chez un Ogan ou une Mambo ou chez un Bokor, peu importe, pour tuer quelqu'un, vous connaissez tous et toute la réponse. C'est parce qu'il n'y a pas de justice. Donc, s'il y avait un système de justice, il y aurait moins de morts, par exemple. Moi, je le crois. Moins de morts, par exemple, de maladies qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ça. Il y aurait moins de morts, par exemple. Si je sais que j'ai un problème avec toi, on peut aller, je sais pas, je peux t'appeler devant un juge ou je sais pas, écoute, on peut régler ça à l'amiable, etc. Donc, mais les gens, les individus ont dans leur nature de trouver justice. Et si on ne les donne pas,
de justice, écoute, ils vont de toute façon se faire justice. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire, un pays qui n'a pas un système de justice, c'est normal qu'il y ait autant de violence. Donc, n'allez pas chercher ailleurs. Dans un pays où l'on doit acheter sa justice, c'est normal qu'il y ait autant de violence. C'est vrai, vous pouvez, en fait, moi, écoute, vous pouvez acheter la justice, mais vous ne pouvez pas acheter la vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans la justice, investir dans l'éducation. Donc, ça, c'est des points très importants. Donc, on a d'autres points qu'on pourrait voir. Donc, l'individu comme projet social, c'est-à-dire, on ne peut pas construire des individus qui ne se voit pas dans la société, dans un projet social, c'est que c'est quel projet de société pour quel individu, c'est-à-dire les individus conformes aujourd'hui, c'est-à-dire des étudiants qui sont à l'université, qui n'ont pas de cafétéria, qui n'ont jamais vu de cafétéria, qui n'ont pas euh, de bibliothèque, ou des étudiants qui ont acheté des ouvrages qui disparaissent dans les bibliothèques, ou écoute, mais c'est quel citoyen vous formez? Est-ce que vous vous attendez à ce que ces personnes-là sont extraordinaires malgré tout? C'est quoi l'investissement pour la société de demain? Moi, c'est tout cela pour vous inviter à, quand vous voyez un acte de violence, donc on peut toujours décider de juger, ça, c'est votre choix, mais de questionner pourquoi. Est-ce que, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de régler ça? Mais apprendre à régler les conflits, vous savez, c'est à l'école qu'on apprend à régler les conflits. Donc, moi, je dis ça tout le temps. Pourquoi on fait autant de maîtrises en Haïti? C'est-à-dire, on fait plusieurs maîtrises en histoire, d'accord, etc. On fait plusieurs maîtrises, mais on ne fait pas, par exemple, une maîtrise en gestion de conflits. Parce que il y a une nécessité qu'il y ait des techniciens en gestion de conflits en Haïti. En gestion de conflit. En gestion de conflit, donc parce que on est dans une société où les conflits, toutes les sociétés sont conflictuelles. Ça, je veux que vous sachiez, toutes les sociétés sont conflictuelles, mais toutes les sociétés ont des moyens de résorber les conflits, ont des moyens de faire en sorte que les conflits, on puisse les résoudre, et puis qu'on puisse créer d'autres conflits, et pourquoi pas qu'on puisse, qu'on puisse arriver à innover dans le conflit. Parce que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, nous. On n'arrive pas à innover dans les conflits, et les conflits, ça nous poursuit. Ça nous poursuit, et on pense qu'on peut s'en débarrasser juste parce qu'on avance. Non, mais non. Donc, non, non, c'est pas le cas. Donc, on est pris là-dedans. On est pris là-dedans parce que tout simplement, il y a une manière de faire. Il faut résoudre le conflit. Donc, c'est très important. Donc, moi, tout ce que je vous souhaite dans ce cours de psychologie sociale, donc, c'est que vous deveniez des personnes responsables, responsables dans votre environnement, d'accord? Parce que vous êtes quand même des éducateurs, des éducatrices. Et parce que c'est ça, un psychologue, c'est plus qu'un psychologue. Donc, c'est en même temps ou un gestionnaire de conflit. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre et d'orienter aussi la société. C'est-à-dire, quand on vit dans une société où il y a autant d'analphabètes, par exemple, on est forcément des éducateurs toute sa vie, toute sa vie. Donc, chez vous, là, vous allez tout le temps entendre des bêtises de la bouche de vos parents. Mais comment, c'est quoi, c'est quoi les techniques qu'on pourrait utiliser pour les corriger sans les corriger, c'est-à-dire sans qu'ils puissent comprendre qu'on est en train de les corriger. Donc, mais c'est ça. Donc, vous êtes des lumières, n'oubliez pas ça, vous êtes des lumières dans la société. Mais comment vous pouvez faire briller cette lumière qui est en vous? Donc, écoute, je vous dis merci pour tout. Merci pour cette belle session qu'on a eue ensemble. C'est notre dernier cours aujourd'hui. Et puis, j'attends les devoirs, j'attends de très bons devoirs. Et puis, je vous dis merci. Je prends là, d'ici là, je prends des questions.